Chapitre 3, le climat du futur. Le climat change, et pour s'adapter à ces changements climatiques, il est nécessaire de prévoir l'évolution du climat et de comprendre les impacts des activités humaines afin de changer les pratiques. Les modèles climatiques reposent sur des calculs complexes. Leur principe consiste à décrire le fonctionnement des différents sous-systèmes, océans, atmosphères, etc., qui composent la planète Terre, et de les mettre en équation. La validité des modèles est ensuite testée par comparaison avec des données connues. Ces modèles climatiques sont des outils de prévision du climat futur. Alors, comment sont établis ces modèles ? Pour ceux qui sont bons en physique, je vous mets sur mon site internet un lien vers un slide qui explique très précisément, d'un point de vue très physique, comment sont établis les modèles climatiques. En ce qui nous concerne, nous, on va voir des explications beaucoup plus simples. Donc la température moyenne globale sur Terre est déterminée par les grands mécanismes de fonctionnement du système Terre. Et donc la modélisation du climat consiste à mettre en équation ces mécanismes de fonctionnement. Il doit donc prendre en compte les nombreuses interactions et mécanismes de fonctionnement des sous-systèmes. Ces mécanismes de fonctionnement peuvent se répartir en 3 catégories. Les mécanismes physiques, circulation des courants océaniques et des vents, échange d'énergie, effet de serre, albédo. Les mécanismes biologiques, donc l'évapotranspiration des plantes, c'est-à-dire la perte d'eau au niveau des feuilles. La respiration des êtres vivants, la photosynthèse. Et les mécanismes chimiques, c'est-à-dire la chimie dans l'atmosphère, la formation de l'ozone ou la destruction du méthane. À cela s'ajoutent des interactions entre les sous-systèmes qui échangent de l'eau et de la matière. La méthodologie consiste à découper la Terre en toutes petites zones. C'est ce qu'on appelle le maillage. Dans chacune de ces petites zones, c'est là qu'on va établir les équations. Donc pour avoir un modèle global, on choisit des zones de 200 km de côté. Donc tous ces mécanismes sont mis sous forme d'équations mathématiques qui sont ensuite codées pour être traitées par des logarithmes dans des superordinateurs. On introduit dans les modélisations des variables, telles que l'intensité du rayonnement solaire ou les émissions de dioxyde de carbone. Et le résultat est un climat global qui dépend des mécanismes du système et des variables. Une fois que les modèles ont été élaborés, il faut les tester, afin de vérifier qu'ils donnent des prévisions correctes et qu'ils sont réalistes. Donc on en est là, et ensuite on teste. Alors tout d'abord, les modèles sont testés sur des climats connus. Donc des climats des années antérieures pour lesquels on a des valeurs. Par exemple, ici on a testé donc la modélisation de la couverture nuageuse et on la compare avec la couverture nuageuse telle qu'on l'avait mesurée précédemment. Et là, on peut constater qu'on n'a pas tout à fait les mêmes résultats. Il y a moins de nuages dans les observations satellites que dans la modélisation. Et donc, cela signifie que le modèle doit être perfectionné avant de pouvoir être utilisé. Ensuite, les modèles sont testés sur les paléoclimats. De la même manière, on va vérifier que les calculs donnent des résultats proches du climat reconstitué à partir des différents indices, tels que les pollens, les fossiles, la composition des glaces, etc. Les modèles climatiques sont nombreux et ils sont souvent spécifiques d'un sous-système. Donc par exemple, ils vont être spécifiques de l'atmosphère ou de la relation atmosphère-hydrosphère, etc. Et on les associe ensemble pour devenir des outils de prévision des variations climatiques globales à l'échelle de toute la planète ou locales à l'échelle d'un continent, d'un pays ou même d'une région dans un pays, sur les décennies ou les siècles à venir. Depuis les années 1970, les modélisations se sont complexifiées. Les premiers modèles
dans les années 70, ne prenaient en compte que l'atmosphère. Et puis ils ont évolué en rajoutant des éléments comme par exemple l'activité volcanique ou les émissions des usines. Et aujourd'hui, on est capable d'avoir des modèles qui associent aux 4 composantes du système climatique, donc l'atmosphère, l'hydrosphère, la lithosphère et la biosphère, des données telles que les particules en suspension ou le cycle du carbone. Ces modèles, il en existe une quarantaine de modèles à l'heure actuelle, produits par 20 centres climatiques répartis partout dans le monde. Ces modèles permettent des projections donc climatiques, comme on l'a dit, à l'échelle du globe, avec un maillage de 200 km par 200 km. Et on peut avoir aussi des prévisions plus fines, donc à l'échelle d'un pays, et même à l'échelle d'une région. Pour cela, il faut diminuer la taille des mailles et établir ces équations mathématiques pour des zones beaucoup plus petites. Le GIEC est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il étudie les impacts des activités anthropiques sur les changements climatiques et il propose des stratégies pour atténuer les changements climatiques. Ainsi, le GIEC établit des scénarios d'évolution du climat. Ces scénarios d'évolution du climat dépendent des hypothèses portant sur la quantité émise de gaz à effet de serre. Les observations associées aux modélisations montrent l'impact majeur des activités humaines qui libèrent des gaz à effet de serre sur le réchauffement climatique. Les modèles du GIEC prévoient les conséquences du réchauffement climatique sur l'ensemble des sous-systèmes composant la planète. Le GIEC a défini 4 scénarios d'émissions et de concentration de GES dans son dernier rapport. Ces scénarios sont baptisés RCP. La valeur chiffrée à chaque RCP, donc 2,6 ou 4,5 ou 6 ou 8,5, correspond à l'évolution du forçage radiatif à l'horizon 2300, exprimé en watts par mètre carré. Plus la valeur est élevée, plus le système Terre-atmosphère va gagner en énergie et se réchauffer. Et si on se fie donc à ce graphique, qui indique l'augmentation de la température en fonction des différents scénarios, sachant que l'objectif c'est de ne pas dépasser plus de degrés, on devrait rester dans les scénarios RCP 2,6 ou RCP 4,5 au maximum. Les conséquences des activités humaines sont prépondérantes dans le phénomène de réchauffement climatique. Elles sont essentiellement corrélées à l'émission des gaz à effet de serre tels que le dioxyde de carbone ou le méthane. Donc les émissions anthropiques, elles ont augmenté, en particulier celles en dioxyde de carbone, depuis la révolution industrielle, surtout à partir du début du XXe siècle avec l'utilisation du charbon comme source d'énergie, pour faire fonctionner tous les types de machines dans l'industrie, les locomotives, etc. Depuis la Seconde Guerre mondiale, ces émissions de gaz à effet de serre ont explosé, en lien avec la combustion des hydrocarbures, dans l'industrie, le transport ou les chauffages, dans la production de ciment et aussi à cause de la déforestation. D'autres gaz à effet de serre d'origine anthropique participent également au réchauffement climatique, notamment le méthane. Donc le méthane, il est libéré par les activités agricoles, les fuites de gaz ou encore la fermentation dans les sites d'enfouissement des déchets. Et on a vu que ce méthane, il était aussi libéré par la fonte du permafrost. On peut constater que la température suit la même progression que la concentration de dioxyde de carbone atmosphérique. Alors la température varie plus que la concentration de dioxyde de carbone atmosphérique. Autrement dit, il y a des années plus froides et des années plus chaudes, mais globalement, on a un réchauffement puisque on voit bien que en 1964, les variables anormales par rapport à la température étaient
n'existait pas et que depuis 1964, on a sans arrêt chaque année, en tout cas régulièrement, une augmentation des anomalies par rapport à la température normale et qui sont toutes dans le sens de l'augmentation. Les conséquences du réchauffement climatique sont quantifiables en termes de température globale de la planète, du niveau et de l'acidification des océans, des phénomènes météorologiques, sécheresse, canicules, inondations, etc. Les modèles prévoient également des répercussions importantes sur les écosystèmes. En fait, quel que soit le scénario, que ce soit le scénario proposant un arrêt des émissions de gaz à effet de serre jusqu'à le scénario le plus pessimiste avec une production accrue de ces gaz, tous les modèles s'accordent sur des conséquences communes. C'est-à-dire que dans tous les cas, il y aura plus d'inondations, moins d'eau, des incendies, une augmentation de la température, une augmentation des phénomènes météorologiques. En fait, ce qui va varier en fonction des scénarios, c'est l'intensité de ces conséquences. C'est-à-dire le nombre de cyclones chaque année, la durée des sécheresses, la température atteinte lors des canicules, etc. Les économistes aussi modélisent l'évolution du climat sous forme d'impact économique et chiffrent les coûts de ces modifications. Donc par exemple, nous qui avons eu en France il n'y a pas si longtemps des inondations, eh bien on sait que ces inondations, elles ont un coût énorme puisqu'il faut réparer les dégâts. De la même manière, lorsqu'on a des périodes de sécheresse, eh bien le coût pour les agriculteurs est très grand et au niveau du consommateur, eh bien, il y a une répercussion de ces coûts puisque le coût des produits augmente. Et voilà, chaque secteur économique sera impacté par le changement climatique.